Annulez immédiatement le contrat de 1,4 milliard d'euros pour moi. La PDG noire prononça chaque mot avec une clarté glaciale, tandis que l'épouse du millionnaire restait pétrifiée, la goutte de vin qu'elle venait de lui jeter, encore, en train de tomber sur le sol. La fête, autrefois animée, se figea dans un silence absolu. Personne ne comprenait comment un acte d'humiliation pouvait conduire à un effondrement financier sous leurs yeux. Ce ne fut que lorsque la PDG leva son téléphone pour confirmer l'annulation du contrat que tous réalisèrent la vérité. C'était elle qui détenait le véritable pouvoir, et la femme arrogante venait de réduire en cendres la fortune de sa propre famille par son propre geste. Vous regardez d'où? N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Zélia Traoré, 28 ans, travaillait seule dans le vaste bureau du 45e étage de la tour Lussac. Elle n'avait jamais eu besoin d'apparat pour se sentir forte, mais ce soir, la fatigue pesait sur ses épaules comme une charge qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle porta la tasse de café noir à ses lèvres pour chasser la lourdeur qui menaçait de la ralentir. Le parfum amer du café se mêla à l'odeur du papier et de l'encre, tandis que la lampe blanche projetait sur les dossiers une lumière crue qui soulignait la gravité de la nuit. Sur le coin gauche du bureau reposait le portrait du fondateur, le seul homme qu'elle avait sincèrement respecté dans cette famille. Son regard sévère semblait la juger et la soutenir à la fois. À cette heure tardive, Paris brillait à travers les baies sans baies vitrées, mais cette beauté n'adoucissait en rien la tension qui l'habitait. Elle relisait une fois de plus les dernières clauses de la garantie financière. Le document faisait plus de 200 pages, et elle en connaissait déjà chaque ligne par cœur, mais elle ne permettait jamais à l'erreur de s'approcher de son travail. Les chiffres rendaient un verdict implacable. Le groupe Lussac, autrefois symbole de prestige, n'était plus qu'une coquille, vide rongée par des années d'incompétence. La dette bancaire arrivait à échéance le lendemain, et sans la garantie de Zélia, la catastrophe serait immédiate. Elle le savait. Henri Marchand, l'investisseur le plus redouté de la place parisienne, le savait aussi. Son téléphone vibra. Elle n'eut pas besoin de regarder l'écran pour deviner l'identité de l'appelant. Antoine de Lussac. Pour la 10e fois ce soir. Elle inspira lentement et répondit. « Zélia, où es-tu » La voix d'Antoine tremblait légèrement. Elle distingua la musique, les rires et un brouhaha étouffé derrière lui. Il était clairement à moitié ivre. « Henri veut de voir l'original du contrat maintenant, immédiatement. Il dit que si tu ne viens pas au château ce soir, il retire tout. » Elle ferma les yeux. Antoine ne changeait jamais. Il paniquait toujours lorsque les choses devenaient sérieuses, et il comptait sur elle pour masquer sa faiblesse. Elle sentit la lassitude lui serrer la poitrine. Elle avait travaillé toute la journée, puis toute la nuit, et l'idée de traverser Paris pour rejoindre un gala mondain la dégoûtait profondément. « Antoine, je t'ai déjà expliqué que je dois encore vérifier 3 éléments. Je viendrai demain matin, avant l'ouverture des marchés. »« Non, tu ne comprends pas !» s'exclama-t-il, à la limite de l'hystérie. « Henri menace de partir, et s'il lui part, tout s'effondre. S'il te plaît, pense à la promesse que tu as faite à mon père. » Zélia sentit son ventre se contracter. La mention du père d'Antoine la toucha là où cela faisait le plus mal. C'était cet homme qui lui avait donné sa chance, qui avait vu en elle un esprit capable de sauver l'entreprise. Il lui avait offert un rôle stratégique et un pouvoir immense, notamment ce droit de veto qui lui donnait une autorité réelle sur les décisions financières. Zélia avait juré de protéger ce qu'il avait bâti. Elle rouvrit les yeux et observa encore une fois la ville endormie. Elle ne voulait pas y aller, mais elle connaissait déjà sa décision. « Très bien, j'arrive. » Elle raccrocha avant qu'Antoine ne puisse répondre. Son reflet dans la vitre lui renvoya une femme épuisée mais déterminée. Elle attrapa la chemise blanche soigneusement repassée qu'elle portait depuis le matin et remit en place sa queue de cheval basse. Elle n'avait aucune intention d'enfiler une robe de soirée.
Elle n'allait pas là-bas pour briller. Elle allait protéger un empire qui ne méritait même plus sa loyauté. Elle rangea soigneusement le contrat dans un dossier rigide, vérifia chaque page pour être certaine que rien n'était mal aligné, puis glissa le tout dans son sac en cuir noir. Elle prit ensuite une veste de costume sombre et l'enfila avant de saisir son téléphone, ses clés et son courage. Avant de sortir du bureau, elle jeta un dernier regard au portrait du fondateur. Elle ne savait pas encore que ce serait la dernière fois qu'elle défendrait la famille Lussac. Dans l'ascenseur, le silence mécanique accentua la tension qui l'accompagnait depuis des semaines. Elle avait l'impression d'être devenue une sentinelle solitaire, une machine que l'on activait chaque fois que l'incompétence d'Antoine menaçait de tout détruire. Elle avait supporté ses crises, ses mensonges, ses décisions absurdes. Elle avait couvert ses erreurs pour éviter la ruine de milliers d'employés, mais ce soir, quelque chose en elle se fissurait. Lorsque les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, elle marcha d'un pas déterminé jusqu'au parking. Chaque mouvement, chaque respiration lui rappelait qu'elle approchait d'un moment décisif. Elle allait entrer dans un monde de champagne, de violons et de faux sourires, un monde qui ne l'avait jamais acceptée. Il voyait en elle une technicienne, jamais une égale. Pourtant, elle tenait entre ses mains la clé de leur survie. Elle s'installa au volant de sa voiture et démarra. Paris brillait sous les lampadaires, mais elle ne voyait que la route et la silhouette lointaine du château, où l'attendait Antoine, marchand, et, sans qu'elle le sache encore, Valérie de Lussac. Cette femme deviendrait bientôt la source d'une humiliation qui changerait le destin de tous. Zélia inspira profondément. Elle ne se faisait plus d'illusions sur ce soir, mais elle se convainquait encore qu'elle devait agir pour honorer la promesse faite au père d'Antoine. Elle ignorait que cette dernière loyauté serait débrisée avant même qu'elle n'atteigne les portes du château. Ce soir-là, Zélia Traoré prenait la route en croyant sauver une entreprise. Elle ne savait pas encore qu'elle allait plutôt déclencher sa chute. Zélia gara sa voiture devant l'entrée du château de Lussac, un bâtiment ancien dont les pierres port-claires reflétaient la lumière des projecteurs installés pour la soirée. La musique de l'orchestre résonnait jusque sur le parvis, mêlée au bruit des conversations mondaines. Elle descendit de la voiture en tenant son dossier contre elle, consciente que sa tenue professionnelle détonnait parmi les silhouettes élégantes qui entraient sous le grand porche. La robe de soirée n'aurait rien changé à sa place dans cette soirée qui n'était pas la sienne, mais elle sentit malgré tout une pression familière se serrer dans sa gorge, comme si l'air devenait plus lourd à mesure qu'elle s'approchait. Elle monta les marches de pierre avec assurance, refusant de laisser transparaître la fatigue accumulée. Lorsqu'elle arriva devant le contrôle de sécurité, 2 agents en costume sombre la dévisagèrent brièvement. L'un d'eux leva une main pour l'arrêter avant même qu'elle ne puisse parler. « Les livraisons passent bally par l'arrière, madame. » La voix du garde était neutre, mais son regard glissa vers son tailleur noir comme s'il confirmait sa propre conclusion. Zélia sentit un pincement froid dans la poitrine. Elle aurait voulu l'ignorer, mais elle savait trop bien ce que ce jugement implicite signifiait. Elle retint un soupir, sortit son badge doré et le montra sans un mot. Le garde parut surpris et recula légèrement. « Veuillez nous excuser, madame, vous pouvez entrer. » Elle rangea calmement son badge, même si une colère silencieuse venait de s'enraciner au fond d'elle. Elle n'était pas ici pour subir ce genre de remarques, mais elle n'avait pas le temps de s'en offusquer davantage. Elle franchit les portes et fut immédiatement enveloppée par la chaleur des lustres, l'odeur entêtante du parfum et les rires qui résonnaient sous le plafond décoré de fresques anciennes. Le contraste entre sa fatigue et l'allégresse artificielle de la salle lui donna l'impression de traverser une vitrine luxueuse dans laquelle elle n'avait jamais été invitée. Les invités s'arrêtaient parfois au passage de cette femme vêtue d'un simple tailleur
comme si son existence même perturbait l'harmonie de leur mondanité. Il chuchotait, observait, faisait y glisser leur regard de sa peau sombre à son dossier serré contre elle. Zélia poursuivit son chemin, refusant de leur offrir la satisfaction de la voir hésiter. Elle devait trouver Antoine le plus vite possible. Chaque minute perdue représentait un risque supplémentaire pour la survie du groupe. Elle scanna la foule, observant les visages maquillés et les sourires trop larges. Elle aperçut quelques membres du conseil d'administration, mais aucun d'eux ne sembla reconnaître la femme qui travaillait pourtant depuis des années à sauver leur fortune. Leur indifférence ne l'étonna pas. Elle avait l'habitude de se fondre dans l'ombre pour accomplir son travail. Un murmure monta soudain parmi un groupe de femmes élégantes situées près de l'escalier central. Au milieu d'elles se tenait Valérie de Lussac, 45 ans, épouse actuelle d'Antoine. Valérie portait une robe longue couleur ivoire qui scintillait sous les lumières. Ses cheveux blonds étaient domptés et relevés en un chignon parfait, et un collier imposant entourait son cou. Elle parlait d'un ton sucré à ses amis, mais ses yeux brillaient d'une forme de supériorité que Zélia avait toujours trouvée glaciale. Bien qu'elles aient croisé leur chemin plusieurs fois, Valérie n'avait jamais daigné prêter attention à la femme qui gérait pourtant la majorité des opérations financières du groupe. Pour elle, Zélia n'était qu'une technicienne, issue d'un milieu qu'elle méprisait ouvertement. Ce soir, cependant, le regard de Valérie s'accrocha à elle avec une intensité différente. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Elle échangea quelques mots avec ses amis, puis tourna complètement la tête vers Zélia. La tension dans la pièce sembla soudain se concentrer sur elle. Zélia continua d'avancer, persuadée qu'elle pourrait traverser la salle sans attirer davantage d'attention. Mais Valérie la suivait des yeux comme si elle examinait un problème inattendu. La jalousie et la suspicion se mêlaient d'anx dans son expression. Zélia ignora ce regard, décidée à se concentrer sur sa mission, mais elle sentait le jugement accablant de Valérie s'abattre sur elle à chaque pas. Alors qu'elle approchait du buffet pour contourner la foule, une voix claire retentit derrière elle. « Tiens donc, voilà la fameuse Zélia. » Elle s'arrêta malgré elle et se retourna. Valérie s'était avancée, suivie de près par son petit cercle d'amis. Le sourire de la femme n'avait rien de chaleureux. Il ressemblait plutôt à une invitation à assister à un spectacle qu'elle s'apprêtait à mettre en scène. « Je vois que vous avez trouvé l'entrée principale, » dit Valérie d'un ton mielleux. « J'imagine que les consignes ne sont plus respectées comme avant. » Les amis étouffèrent des petits rires. Zélia sentit un mélange de dégoût et de lassitude monter en elle. Ce genre de remarque n'était pas nouveau, mais l'arrogance affichée de Valérie rendait la situation particulièrement pénible. Elle respira profondément avant de répondre. « Je suis ici pour parler à Antoine. J'ai un dossier urgent à lui transmettre. » Valérie inclina la tête, son sourire s'élargissant dangereusement. « Vraiment, Antoine reçoit beaucoup d'appels de « vous » ces derniers temps. J'imagine que vous êtes très utile. » Le sous-entendu était évident, et les regards de ses amis devinrent encore plus intrusifs. Zélia comprit immédiatement ce que Valérie insinuait. Une pointe de colère froide se glissa sous sa peau, mais elle maîtrisa sa voix. « Je suis utile à cette entreprise, madame, et c'est tout ce qui m'importe ce soir. » Valérie fit un pas de plus, suffisamment proche pour que Zélia sente le parfum de sa robe. La femme la contemplait comme on observe une rivale qu'on croit pouvoir écraser. « Alors voyons si votre utilité vous ouvre vraiment toutes les portes, » murmura-t-elle. Zélia soutint son regard, refusant de reculer. Elle savait qu'un affrontement venait de commencer, mais elle ignorait encore jusqu'où Valérie irait. Elle sentit pourtant, au plus profond d'elle-même, que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. Zélia suivit des yeux Valérie quelques secondes encore,
puis détourna le regard afin de reprendre sa route. Elle n'avait pas le moindre intérêt à prolonger cet échange stérile. Elle voulait simplement rejoindre Antoine pour lui remettre le dossier avant qu'Henri Marchand ne prenne une décision irréversible. Elle inspira profondément et traversa la foule, concentrée sur sa mission malgré l'humiliation subtile qu'elle venait d'endurer. Chaque pas renforçait sa détermination, même si une pointe d'amertume se mêlait à ses pensées. Elle aperçut enfin Antoine près du bar. Il semblait nerveux, tirant sans cesse sur la manche de son costume. Son visage trahissait l'angoisse et la fatigue accumulées au fil des semaines. Il parlait à 2 membres du conseil, mais n'écoutait manifestement que ses propres craintes. En le voyant ainsi, Zélia sentit une compassion fugace, immédiatement suivie par un sentiment de frustration. Il était incapable de gérer la moindre crise sans se reposer entièrement sur elle. Pourtant, elle accéléra le pas, bien décidée à résoudre la situation. Elle n'eut jamais l'occasion de l'atteindre. Valérie surgit devant elle comme si elle avait guetté le moment exact où Zélia se rapprocherait de son mari. Son sourire se resserra et ses yeux se chargèrent d'un éclat que Zélia reconnaissait désormais trop bien. La jalousie, la rancœur et une supériorité arrogante formaient un mélange suffocant. « Je vois que vous continuez à chercher Antoine », lança Valérie d'une voix douce mais venimeuse. « Vous êtes vraiment persévérante. »« J'ai un dossier urgent à lui remettre », répondit tranquillement Zélia. « Il s'agit de la survie du groupe Lussac. » Valérie haussa les sourcils comme si elle venait d'entendre une plaisanterie. « La survie du groupe ?» répéta-t-elle avec un rire bref. « Vous vous prenez vraiment au sérieux. Vous n'êtes qu'une employée, pas un membre de la famille. » Les amis Bohromi de Valérie se rapprochèrent légèrement, attirés par la tension qui montait entre les 2 femmes. Les conversations voisines commencèrent à ralentir. Zélia sentit la pression du regard des invités, mais resta immobile. Elle ne céderait pas à cette mise en scène. Elle leva calmement le dossier qu'elle tenait contre elle et dit d'une voix ferme : « Ce document contient la garantie financière indispensable pour sauver l'entreprise. Si vous voulez que votre mari garde le contrôle demain, laissez-moi passer. » Le sourire de Valérie se transforma en une grimace outrée. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» s'exclama-t-elle. « Vous croyez vraiment que vous pouvez menacer ma famille devant moi ?» Le mot « menacer » frappa Zélia de plein fouet. Elle comprit soudain que Valérie ne voulait pas seulement l'humilier. Elle voulait prouver quelque chose devant son entourage. Elle voulait briser publiquement cette femme qu'elle considérait comme un obstacle. Les bousculades légères autour d'elle cessèrent. Puis une musique plus douce emplit le salon, comme si l'orchestre avait instinctivement ralenti son rythme. La tension devenait presque palpable. Un serveur passa près d'elle, portant un plateau de verre rempli d'un vin rouge profond. Valérie attrapa un des verres sans quitter Zélia des yeux. Cette dernière sentit une inquiétude glaciale monter dans son estomac. Le danger n'était plus implicite. Il prenait forme dans la main soigneusement manucurée de Valérie. « Vous prétendez porter le destin de l'entreprise, » murmura Valérie. « Alors, voyons ce qu'il advient de votre précieux dossier quand on le traite comme ce qu'il est vraiment. »« Madame, ne faites pas ça, » avertit Zélia d'un ton contrôlé. Valérie sourit avec une lenteur calculée et renversa le verre. La première goutte tomba sur la chemise blanche de Zélia, froide et épaisse. Puis le liquide se déversa en un filet continu, ruisselant sur son visage, son col, ses épaules, avant de s'infiltrer dans les pages du dossier qu'elle tenait encore levées par instinct. Le vin imbibait le papier dans un silence atroce. Une tache sombre s'étendait déjà sur la couverture, comme une blessure irréparable. Le souffle de Zélia se coupa. Elle ne bougea pas. Elle sentit un frisson glacé traverser son dos. Le vin coulait lentement comme si le geste avait été chorégraphié pour humilier. Valérie savourait chaque seconde. « Vous ressemblez beaucoup plus à votre place maintenant », ajouta-t-elle en un murmure cinglant. « Une petite employée trempée, rien de plus. » Un flash retentit, puis un autre.
Plusieurs invités avaient sorti leur téléphone pour immortaliser la scène. L'humiliation était totale. Enfin, Valérie recula d'un pas et ajouta à voix haute « Je crois que c'est assez. Vous dérangez nos invités. » Zélia inspira profondément, tentant de retrouver son calme malgré la douleur brûlante qui montait derrière ses yeux. Elle ne voulait pas pleurer, pas devant eux. Le dossier ruisselait entre ses doigts. Elle tenta de le serrer plus fort pour empêcher les pages de se déchirer. C'est alors qu'elle entendit des pas précipités derrière sur elle. « Antoine, Zélia !» cria-t-il. « Mais qu'avez-vous fait ?» Elle le regarda, incrédule. Un battement silencieux résonna dans sa poitrine. Il avait vu Valérie, il avait vu le verre, le vin, la scène entière. Pourtant, il parlait à elle. « Pourquoi vous le mettez-vous dans des situations pareilles ?» continua-t-il avec une colère nerveuse. « Vous auriez dû être plus prudente, vous auriez dû éviter de provoquer Valérie. » Chaque mot était un coup supplémentaire. Zélia sentit son estomac se tordre. La dernière parcelle de respect, qu'elle nourrissait encore pour Antoine, se fissura comme du verre fragile. Il n'avait même pas cherché à la défendre. Il craignait simplement l'opinion publique, le scandale, les conséquences immédiates. Il pointa le dossier imbibé. « Regardez dans quel état est ce document. Comment voulez-vous que je présente ça à Henri? Allez nettoyer tout ça et excusez-vous. Dépêchez-vous avant que quelqu'un d'important ne vous voie. » Les mots résonnèrent dans l'air chargé d'odeurs de vin et de parfum. Zélia ne répondit pas. Elle laissa simplement son regard glisser de Valérie, triomphante, à Antoine, tremblant de peur et de lâcheté. Quelque chose en elle venait de mourir. Elle essuya lentement une goutte de vin qui coulait le long de sa joue. Elle porta son doigt à ses lèvres. Le goût était âpre et violent. Elle ne baissa pas les yeux. Un calme étrange l'envahit. Elle comprenait soudain que la ligne avait été franchie. La loyauté n'avait plus sa place ici. Seule la vérité restait. Elle releva la tête et regarda Antoine comme s'il était un étranger. Et elle sourit. La salle entière semblait s'être immobilisée. Les conversations s'éteignirent une à une, ne laissant que le murmure du vin qui continuait de goûter du dossier entre les mains de Zélia. Les lustres restaient éclatants, mais la lumière paraissait désormais plus crue, presque impitoyable. Chaque personne présente observait la scène comme si elle assistait à un accident dont elle ne pouvait détourner les yeux. Les flashs des téléphones ajoutaient une violence supplémentaire, éclairant par intermittence le visage de Zélia, couvert de traces rouges et brillantes. Zélia ne bougeait pas. Elle sentait le liquide froid couler le long de son cou et traverser le tissu de sa chemise, mais son corps refusait de réagir. Une partie d'elle cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé, comme si la réalité refusait de se fixer. Elle voyait les lèvres des invités remuer, les regards s'élargir, mais leur voix n'atteignait plus ses oreilles. Tout semblait lointain, presque irréel. Valérie se tenait quelques que pas devant elle, le menton levé, la satisfaction évidente dans ses yeux. Ses amies, encore surprises par l'ampleur du geste, tentaient donc de retrouver un air détaché, mais leurs regards trahissaient un mélange d'excitation et de malaise. Elles savaient donc que Valérie avait dépassé les limites, mais aucune n'oserait la contredire. Elle la suivait donc comme un troupeau suit son berger, incapable de faire le moindre geste qui pourrait la contrarier. Antoine, lui, oscillait entre colère et panique. Il tournait autour de la scène sans jamais oser s'approcher trop près, comme s'il craignait que sa simple présence aggrave sa situation. Son regard évitait celui de Zélia. Il fixait surtout l'état du dossier, comme si ces pages imbibées représentaient l'effondrement de tout ce qu'il avait essayé de cacher au monde. « Zélia, allez nettoyer ça !» répéta-t-il d'une voix tremblante. « Ne restez pas là !» Elle entendit enfin ces mots comme un écho déformé. Elle cligna des yeux, cherchant une trace d'humanité sur son visage. Elle n'y trouva que la peur, une peur centrée sur lui-même, jamais sur elle. Elle comprit à cet instant qu'elle n'avait jamais pu compter sur lui. Antoine n'avait pas la force de protéger qui que ce soit, pas même sa propre entreprise.
Un mouvement sur le côté attira l'attention de Zélia. Une jeune femme s'avança timidement. C'était Élise, une assistante administrative du groupe, souvent chargée d'accueillir les invités lors des réunions. Elle n'était pas proche de Zélia, mais elle l'admirait depuis longtemps. Son regard hésitant reflétait une compassion sincère. « Madame Traoré, vous allez bien ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si elle craignait d'être punie pour avoir posé la question. Un frisson traversa Zélia. C'était la première voix aimable qu'elle entendait depuis son arrivée. Elle tenta de répondre, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Élise recula légèrement, consciente qu'elle avait peut-être trop osé. Valérie la fusilla d'un regard, ce qui la fit s'éloigner aussitôt. Ce geste minuscule acheva de briser quelque chose en Zélia. Elle réalisa que même la gentillesse la plus simple semblait interdite dans cet univers où chaque mouvement était observé, jugé et classé selon des règles tacites auxquelles elle n'avait jamais appartenu. Elle inspira profondément. La douleur émotionnelle se transforma peu à peu en une sensation étrange, presque apaisante. Une froide détermination commençait à se frayer un chemin dans son esprit, remplaçant la honte qui tentait de prendre le dessus. Elle comprit soudain qu'elle ne pouvait plus rester dans ce rôle imposé, dans cette place étroite que la famille Lussac avait toujours voulu lui assigner. Antoine tenta une nouvelle approche. « Zélia, il faut vous excuser auprès de Valérie. C'est elle qui décide de beaucoup de choses, ici. Vous ne pouvez pas. » Elle leva une main, l'interrompant pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour lui. Il recula sans même comprendre ce qu'il venait de ressentir. Pour la première fois, son autorité semblait se dissoudre entre ses doigts. Elle n'avait pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin de répondre. Son silence faisait déjà trembler Antoine plus que n'importe quelle réplique. Elle observa ensuite Valérie, qui affichait encore la satisfaction d'une victoire facile. Le sourire de Zélia disparut. Ses yeux s'éclaircirent d'une lucidité nouvelle. Elle ne ressentait plus la douleur de l'humiliation, seulement un vide précis, calculé, qui lui indiquait que la suite dépendait entièrement d'elle. Zélia déposa lentement le dossier trempé sur une table basse. Le bruit des pages mouillées résonna étrangement dans la salle, comme un avertissement imperceptible. Elle redressa les épaules et essuya doucement une goutte de vin qui coulait encore sur sa joue. Elle regarda Antoine, puis Valérie, puis chaque personne qui l'avait observée sans intervenir. Pas une seule larme, pas un seul mot. Uniquement un regard qui changeait la trajectoire de la nuit. Elle fit un pas, puis un autre, et la foule s'écarta sur son passage. Ceux qui avaient levé leur téléphone les abaissèrent instinctivement. Quelque chose dans son attitude imposait un respect inattendu, presque involontaire. La femme humiliée quelques minutes plus tôt semblait s'être transformée en une figure dont la dignité ne pouvait plus être attaquée sans conséquence. Zélia inspira à nouveau. Une idée, encore vague mais brûlante, venait de naître dans son esprit. Ce soir ne serait pas une fin, ce serait un début. La salle demeurait pétrifiée lorsque Zélia s'arrêta au centre du grand hall. Les regards convergeaient vers elle, mélange d'attente, de curiosité et d'inquiétude silencieuse. Le vin séché formait déjà des traces d'arsenic sombre sur sa chemise, et le dossier détrempé reposait encore sur la table, mais plus rien dans son attitude ne laissait penser qu'elle venait d'être humiliée. Sa posture droite, son regard clair et déterminé, transformaient Liam Lassaulcène en un moment suspendu, comme si chacun retenait son souffle pour deviner son prochain geste. Elle glissa une main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit son téléphone. Le mouvement, simple en apparence, eut un effet immédiat sur l'atmosphère. Les chuchotements reprirent timidement, puis se turent lorsqu'elle balaya l'écran pour sélectionner un contact. Les invités les plus proches échangèrent des regards rapides, incapables de comprendre ce qu'elle s'apprêtait à faire. Valérie, debout près de l'escalier, fronça les sourcils.
Elle croyait avoir gagné, croyait avoir réduit Zélia au silence. Pourtant, la confiance glacée dans les gestes de la jeune femme commençait à fissurer son assurance. Antoine, encore secoué, fit un pas dans la direction de Zélia, mais s'arrêta aussitôt lorsqu'elle leva discrètement la tête dans sa direction. Ce regard précis, calme et tranchant, le cloua sur place. Zélia appuya ensuite sur un nom qui n'aurait jamais dû être prononcé dans ce lieu sans préparation préalable. Henri Marchand. Le visage de l'investisseur apparut à l'écran après quelques 2 secondes d'attente. L'homme, aux cheveux gris soigneusement peignés et aux yeux d'un bleu glacial, était connu pour sa capacité à détruire ou sauver des empires en une simple décision. Il n'était pas du genre à accepter un appel à cette heure, encore moins en vidéo. Pourtant, il répondit immédiatement en voyant le nom de Zélia. « Zélia » dit-il en ajustant ses lunettes. « Pourquoi m'appelles-tu depuis la soirée? Je croyais que tu garderais ce dossier jusqu'à demain. » Sa voix résonna à travers le haut-haut-parleur du téléphone. Plusieurs invités sursautèrent en reconnaissant le nom et la voix de l'homme. Le silence se fit plus épais encore. Zélia souleva légèrement le téléphone pour que le visage de Marchand puisse voir non seulement elle, mais l'ambiance du gala derrière elle. On distinguait les invités immobilisés, les verres puis à moitié levés, et au centre, la silhouette crispée de Valérie tenant encore la tige du verre vide qu'elle avait utilisé contre Zélia. « Bonsoir, monsieur Marchand », répondit-elle d'une voix étonnamment calme. « Je suis Zélia Traoré, directrice de la stratégie financière du groupe Lussac. Je vous appelle pour vous informer d'un changement essentiel concernant notre accord. » Henri plissa les yeux. « Quel changement? Tu avais validé tous les points. »« J'avais validé tous les points hier, » répondit-elle, « mais pas après ce qui s'est passé ce soir. » Elle inclina légèrement le téléphone vers Valérie. Le visage de l'épouse d'Antoine devint livide. Les flashs recommencèrent, plus rapides, plus nerveux. « Que se passe-t-il exactement ?» demanda Henri, avec une tension perceptible dans la voix. « Selon l'article 13, 5 du contrat de garantie, » dit Zélia d'un ton mesuré. « Aucun investisseur n'est tenu de maintenir une ligne de financement si la direction démontre un manque de respect ou une incapacité morale à gérer les fonds. » Henri redressa la tête, soudain parfaitement attentif. Zélia poursuivit. « Ce soir, lors du gala officiel, la famille Lussac a publiquement humilié la personne qui assure la survie financière de leur groupe. Cette humiliation s'est produite devant le conseil, devant les actionnaires invités et devant la presse présente dans la salle. » Un souffle parcourut la foule. Les mots de Zélia, clairs et posés, claquaient comme des coups de marteau. « Je vous appelle donc pour vous informer que je retire officiellement ma signature de la garantie, à l'instant même. » Antoine émit un son étranglé. « Zélia, non, tu ne peux pas. » Elle ne l'écouta pas. Henri resta silencieux quelques secondes avant de demander « Est-ce que c'est Valérie que je vois derrière toi avec un verre vide ?»« Oui, » répondit Zélia, « c'est elle. »« Et ce qui est sur vos vêtements, c'est bien du vin. »« Oui, monsieur, versé intentionnellement. » Henri soupira longuement, un soupir qui, dans son silence, contenait la chute imminente de tout le groupe Lussac. « Alors je retire également mes fonds, » déclara-t-il. « Sans ta signature, je n'ai aucune raison de poursuivre l'accord. Lussac Holdings entre immédiatement dans la liste des actifs à Wojoli, risque. » Un murmure horrifié parcourut la foule. Plusieurs invités avaient déjà sorti leur téléphone, sans doute pour vérifier l'état des marchés. Un frisson collectif parcourut la pièce. Antoine porta les mains à sa tête. « Henri, attendez, il doit y avoir un moyen de... » « Non, » coupa Henri. « Un dirigeant incapable de traiter dignement ses propres piliers ne mérite pas un centime d'investissement. » Puis il regarda Zélia et son expression se radoucit légèrement. « Je te conseille de quitter cet endroit, tu n'as plus rien à y sauver. »
Zélia hocha la tête. « Merci, monsieur Marchand. J'en prends bonne note. » Elle mit fin à l'appel. Pendant un instant, aucun son ne fut émis. La salle entière semblait de retenue dans un souffle collectif. Puis les téléphones vibrèrent, presque simultanément, annonçant une chute brutale de la valeur du groupe. Les écrans devinrent rouges. Les invités commencèrent à reculer, à murmurer, à se répartir en petits groupes paniqués. Valérie, livide, la bouche légèrement ouverte, tremblait. Elle observait Zélia comme si cette dernière venait de renverser d'un simple geste un château de cartes construit durant des années. Antoine, lui, s'effondra sur un fauteuil, incapable d'affronter la réalité qui s'abattait sur lui. Zélia rangea calmement son téléphone. Pour la première fois depuis le début de la soirée, elle ressentit une étrange paix intérieure. Elle venait de reprendre le contrôle. La panique se répandit dans la salle avec une rapidité foudroyante. Les invités, quelques 2 secondes plus tôt encore figés dans un silence tendu, se précipitèrent vers leur téléphone. Les écrans affichaient tous la même catastrophe, la chute vertigineuse des actions Lussac. Les visages autrefois pleins de suffisance se décomposaient un à un. Certains murmuraient dans des chiffres, d'autres juraient en silence, incapables d'assimiler l'effondrement qui se produisait sous leurs yeux. Les membres du conseil d'administration, reconnaissables à leurs costumes élégants et leurs pendentifs officiels, tentaient de garder une contenance. Pourtant, leur agitation était palpable. Le plus jeune d'entre eux, un certain Monsieur Brochant, spécialiste des relations bancaires, se précipita vers Antoine. « Antoine, les banques bloquent les lignes de crédit, » annonça-t-il d'une voix étranglée. « Elles veulent une réunion d'urgence dès ce soir. Sans garantie, les prêts deviennent immédiatement exigibles. » Antoine leva la tête avec difficulté. Son visage, d'ordinaire soigneusement préparé pour masquer son insécurité, n'était plus qu'un masque déformé par la peur. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. « Il doit y avoir une erreur, quelqu'un doit corriger ça. »« Personne ne corrigera rien, » répliqua une autre voix. C'était Monsieur le Duc, un administrateur plus âgé, connu pour sa prudence. Marchand s'est retiré, et sans la signature de Madame Traoré, la garantie n'existe plus. Il prononça ces mots en regardant brièvement Zélia, comme pour lui accorder une dernière reconnaissance silencieuse. Zélia ne répondit pas. Elle n'avait plus rien à dire. À quelques de mètres, Valérie observait la scène. Sa respiration était saccadée, ses mains tremblaient, et l'assurance qu'elle affichait depuis le début de la soirée s'était complètement dissipée. Elle observait les invités s'éloigner, certains la dévisageant avec une indignation à peine dissimulée. Elle comprenait progressivement ce qu'elle avait provoqué. Son geste, qu'elle avait considéré comme une simple humiliation destinée à remettre une employée à sa place, venait de déclencher la destruction complète du groupe familial. « Ce n'est pas de ma faute, » murmura-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. Une voix lui répondit, mais elle n'y trouva aucune sympathie. « Au contraire, Valérie, tout le monde voit très bien ce qui s'est passé. » C'était Madame Estelle Gervais, une actionnaire influente, invitée spécialement pour la soirée. Son regard glacé se planta dans celui de Valérie avec une précision douloureuse. « Je dois expliquer à mes associés pourquoi nous perdons des millions en 1 minute, » ajouta-t-elle. « Et la presse vient d'assister à votre scène. Ce que vous avez fait dépasse l'humiliation. C'est du sabotage. » Valérie chancela et dut s'appuyer contre la rambarde de l'escalier pour ne pas tomber. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Zélia observa l'échange sans laisser paraître la moindre émotion. La froideur qui envahissait la salle ne la touchait plus. Elle sentait simplement la fin d'un cycle, une fin logique, presque inévitable. Elle avait fait sa part. Ce qui arrivait maintenant n'était que la conséquence naturelle de l'irresponsabilité de la famille Lussac. D'un coin de la pièce, elle aperçut Élise,
l'assistante qui avait tenté de l'aider plus tôt. La jeune femme semblait bouleversée, mais aussi soulagée de voir que l'injustice avait été révélée. Elle ne s'approcha pas, consciente que son soutien ouvert pourrait lui attirer des ennuis, mais elle échangea avec Zélia un bref regard sincère. Zélia inclina légèrement la tête pour la remercier. C'était le seul signe de douceur qu'elle s'autorisait ce soir. Soudain, un cri étouffé retentit près d'une table. Un écran géant venait d'afficher en direct la courbe des actions Lussac. Elle descendait si vite que la ligne semblait presque verticale. Les couleurs devinrent rouges, puis violettes, signe d'une volatilité extrême. « On parle de faillite imminente », annonça quelqu'un à voix haute. Le mot se répandit dans la salle comme une onde de choc. Faillite. Antoine s'effondra sur les genoux. Sa respiration devint sifflante et incontrôlable. Ses doigts s'agrippèrent à la moquette comme s'il cherchait un soutien dans un monde qui s'écroulait sous lui. « Je vais tout perdre », répéta-t-il, les yeux écarquillés par la terreur. La maison, les parts, tout. Zélia l'observa sans bouger. Elle ressentit une pointe de tristesse, mais ce n'était pas pour lui. C'était pour ce qu'il aurait pu devenir s'il avait eu un semblant de courage. Sa chute n'était pas une surprise. Elle n'était que la conclusion logique d'une vie passée à se cacher derrière les autres. Valérie, quant à elle, tenta de s'approcher de Zélia, ses pas hésitants résonnant sur le sol en marbre. « Zélia, je ne voulais pas, » commença-t-elle. Zélia la regarda droit dans les yeux. Son calme était glaçant. « Ce n'est pas à moi que vous devez parler, » répondit-elle d'une voix mesurée. « Parlez à ceux que vous venez de ruiner. » Valérie voulut répliquer, mais la voix de Madame Gervais retentit derrière elle. « Madame de Lussac, nous exigerons des explications officielles demain matin. Préparez-vous. » Valérie détourna brutalement le regard, incapable d'affronter davantage les conséquences de son acte. La salle, autrefois bruyante et lumineuse, ne ressemblait plus qu'à un champ de ruines émotionnelles. Les invités fuyaient, certains en courant presque, d'autres appelaient leurs avocats ou leurs banquiers. Le personnel tentait de conserver un semblant d'ordre, mais leurs gestes étaient eux aussi empreints d'une inquiétude profonde. Zélia prit enfin une décision silencieuse. Elle se retourna vers la sortie principale. Ses pas résonnèrent dans la salle, et malgré le chaos autour d'elle, personne n'osa lui barrer la route. Chaque pas semblait confirmer sa délivrance, comme si elle quittait définitivement un fardeau dont elle ne se rendait même plus compte avant ce soir. Lorsqu'elle arriva près de la porte, elle jeta un dernier regard derrière elle. Le château Lussac, symbole de richesse et d'arrogance, n'était devenu qu'une scène de crise et de désespoir. Il s'écroulait, pierre par pierre, et Zélia, elle, avançait vers une liberté qu'elle n'avait jamais imaginée. Lorsque Zélia franchit les portes du château, l'air frais de la nuit l'enveloppa d'une clarté nouvelle. La musique qui résonnait encore quelques minutes plus tôt ne parvenait plus jusqu'à elle. Le silence extérieur contrastait avec le chaos qu'elle laissait derrière elle. Pendant un instant, elle resta immobile, au sommet des marches, observant les jardins illuminés par les lanternes qui bordaient l'allée principale. Les lumières, diffuses, formaient un chemin presque solennel, comme si le monde extérieur l'accueillait enfin. Elle baissa les yeux vers ses chaussures. Le cuir était taché de vin et de poussière, collant à sa peau comme le dernier vestige d'une soirée qu'elle refusait de garder en souvenir. Sans hésiter, elle se pencha et retira les talons un par un. Le sol froid de la pierre toucha immédiatement la plante de ses pieds, mais cette sensation brutale fut étrangement apaisante. Elle déposa les chaussures à ses pieds, non pas avec colère, mais avec une distance tranquille, comme si elle déposait un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle fit un pas, puis un autre. Ses pieds nus glissaient sur la pierre froide, mais elle ne ralentit pas. Elle ressentait chaque détail du sol, chaque rugosité, chaque frisson. Elle avait l'impression de retrouver son corps
après une longue absence. Elle avançait avec une détermination renouvelée, consciente que ces quelques pas symbolisaient une rupture définitive avec la famille Lussac. Un murmure discret la suivit. Quelques employés du château, restés en retrait, l'observaient sans oser s'approcher. Parmi eux se trouvait Philippe, le majordome en chef, un homme d'une 50aine d'années, calme et toujours impeccable dans son uniforme sombre. Il avait souvent vu Zélia pendant les réunions importantes, et il avait toujours respecté la rigueur et la dignité dont elle faisait preuve. Ce soir, il la regardait avec une admiration silencieuse. « Madame Traoré » appela-t-il doucement. Elle s'arrêta et tourna légèrement la tête. Philippe s'inclina respectueusement. « Je voulais simplement vous dire que tout le personnel a vu ce qui s'est passé, » dit-il. « Et beaucoup d'entre nous pensent, que vous avez fait ce qu'il fallait. » Zélia observa l'homme quelques secondes. Elle sentit une chaleur timide se frayer un chemin dans sa poitrine. « Merci, Philippe, » répondit-elle d'une voix douce. « Cela compte plus que vous ne le pensez. » Il inclina la tête une nouvelle fois et retourna à ses fonctions, laissant Zélia poursuivre son chemin. Elle traversa l'allée principale, éclairée par les lampadaires, qui diffusaient une lumière dorée sur les arbustes taillés avec soin. La nuit aurait pu paraître froide, mais elle ne ressentait rien d'autre qu'une forme de liberté profonde. Sa respiration devint régulière, presque légère, comme si son corps cherchait à se défaire de la tension accumulée au fil des années. Elle se demanda brièvement à quel moment elle avait commencé à se sacrifier pour un empire qui la méprisait. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais songé à elle-même avant ce soir. Des pas légers retentirent derrière elle. Elle se retourna et aperçut Élise, l'assistante administrative, s'approchant timidement. Les yeux de la jeune femme brillaient d'une inquiétude sincère. « Madame Traoré, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, » dit-elle, sa voix presque tremblante. Zélia sentit un sourire naître doucement sur son visage. « Je vais bien, Élise, » répondit-elle, « beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. » Élise hocha la tête. « Je vous ai toujours admiré. Vous travaillez plus que tout le monde ici. Vous êtes la seule à vous battre pour les bonnes raisons. » Les mots de la jeune femme touchèrent Zélia plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. « Merci, » répondit-elle encore, « mais maintenant, je vais me battre pour moi-même. » Élise resta silencieuse un instant, puis ajouta, « Si un jour vous avez besoin de soutien, je serai là. » Zélia posa une main légère sur son épaule pour lui exprimer sa gratitude, puis s'éloigna. Elle ne voulait pas entraîner Élise dans la tempête qui allait suivre. Elle savait que la chute des Lussac ne faisait que commencer. Elle savait aussi que son propre avenir n'était plus lié à eux. 6 mois plus tard, les journaux économiques de Paris parlaient tous d'une jeune femme qui avait créé, en un temps record, une société d'investissement nommée ZT Capital. Les articles soulignaient son intelligence stratégique, sa patience calculée et sa vision précise du marché. Certains analystes la décrivaient comme une force nouvelle, une menace pour les groupes établis. D'autres saluaient son audace. Zélia observait son nom sur les écrans sans ressentir la moindre vanité. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait l'équilibre, la justice silencieuse que la vie lui avait refusée pendant longtemps. Pendant que ZT Capital s'étendait, Lussac Holdings s'effondrait. Les banques avaient saisi leurs biens. Les actifs avaient été vendus aux enchères. Les journaux avaient parlé de scandales internes, de mauvaise gestion et d'une crise déclenchée par un incident humiliant lors d'un gala. Le château de Lussac avait été mis en vente. Zélia suivait tout cela avec une distance professionnelle. Elle ne ressentait pas le besoin de savourer la chute des Lussac. Ce n'était pas de la vengeance pure. C'était simplement la conséquence logique d'un système fondé sur l'arrogance et la négligence. Un jour d'automne,
Elle reçut un message d'un agent immobilier. « Le château est à vendre. Le prix est en baisse. Souhaitez-vous faire une offre ?» Elle répondit par un laconique « Oui ». Quelques semaines plus tard, elle se tenait à nouveau devant les grandes portes de château de Lussac, non plus en tant qu'employée épuisée ou victime humiliée, mais en tant qu'acquéreuse légitime. Une nouvelle vie commençait, et elle en était entièrement maîtresse. Elle posa une main sur la rampe froide du perron. Cette fois, elle montait les marches, en souveraine. Le vent d'hiver soufflait doucement sur les jardins du château de Lussac, désormais silencieux et dépouillés de l'éclat qu'ils affichaient autrefois. Les statues étaient découvertes d'une fine couche de givre. Les arbres semblaient figés dans une immobilité glacée, et le grand portail de fer forgé demeurait entrouvert comme un rappel de la fragilité passée du domaine. Antoine et Valérie attendaient Yandé sur le perron, enveloppés dans des manteaux trop légers pour la saison, les visages tirés et marqués par la fatigue. Ils avaient bien vieilli prématurément, comme si les 6 derniers mois leur avaient arraché des années de vie. Antoine observait les marches du château sans parvenir à calmer le tremblement de ses mains. La vente forcée de leurs biens les avait laissés avec presque rien. Leur avocat leur avait conseillé de garder un profil discret et d'accepter n'importe quel poste que le nouveau propriétaire voudrait bien leur offrir. Valérie, qui autrefois rayonnait de confiance, semblait aujourd'hui incapable de soutenir le regard de quiconque. Elle tenait un carnet contre elle, comme si ce simple geste pouvait lui rendre une part du contrôle qu'elle avait perdu. Le bruit d'un moteur puissant rompit soudain le silence. Une Rolls-Royce Phantom noire s'engagea lentement dans l'allée. Le véhicule avançait avec une élégance calculée, comme si chaque mètre qu'il parcourait annonçait un changement irréversible. Antoine avala difficilement sa salive. Valérie recula légèrement, incapable de détacher les yeux du véhicule. La voiture s'arrêta devant le perron. À cet instant précis, le monde sembla retenir son souffle. Le chauffeur sortit du véhicule, contourna la porte arrière et l'ouvrit avec un respect solennel. Une silhouette fine apparut, drapée dans une robe de soirée rouge sombre, couleur du vin qu'on avait utilisé pour l'humilier autrefois. Le tissu fluide épousait la silhouette de Zélia Traoré avec une précision parfaite, révélant une femme dont la dignité n'avait fait que grandir. Elle posa un pied sur le sol glacé, puis l'autre, avançant avec calme jusqu'au bas des marches. Le rouge de sa robe contrastait vivement avec le décor hivernal, et chaque pas semblait résonner avec une autorité indiscutable. Elle leva enfin les yeux vers les 2 personnes qui l'attendaient. « Zélia » murmura Antoine, incapable de cacher la panique dans sa voix. « Nous ne savions pas que vous arriviez aujourd'hui. » Elle monta une marche, puis une autre. Chaque pas réduisait l'espace qui les séparait et écrasait davantage la distance symbolique qui, autrefois, l'empêchait d'être traité en égal. « Vous ne saviez pas beaucoup de choses, » répondit-elle d'une voix calme. « Et c'est pour cela que vous êtes ici. » Valérie tenta un sourire maladroit, tremblant comme une feuille. « Zélia, Madame Traoré, nous voulons une chance de prouver que vous pouvez servir, » interrompit doucement Zélia. Le mot servait laissa Valérie sans voix. Antoine baissa les yeux, honteux mais incapable de protester. Zélia termina de monter les marches et se plaça devant eux. Elle les observa longuement, comme si elle jaugeait 2 inconnus qu'elle devait replacer à la bonne position dans son empire. Elle avait attendu ce moment, non par vengeance brute, mais par désir de rétablir un ordre juste. « Ce soir, je reçois plusieurs partenaires, » dit-elle, « des investisseurs que vous avez perdus, des personnes que vous avez ignorées, des alliés que vous ne méritez plus. » Valérie déglutit timidement. « Que devons-nous faire, Madame Traoré ?» Zélia ouvrit un sac en cuir qu'elle portait et en sortit un tablier blanc. Elle le déplia soigneusement avant de le tendre à Valérie. « Vous servirez le vin, » dit-elle.
avec précision et respect. Valérie prit le tablier d'une main tremblante. Son visage devint rouge sous l'effet de la honte. Zélia se tourna ensuite vers Antoine. « Et vous, continua-t-elle, vous vous occuperez de garer les voitures, vous annoncerez chaque invité et vous les traiterez avec la courtoisie que vous avez refusée à ceux qui travaillaient pour vous. » Antoine ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il finit par acquiescer, résigné, comprenant qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Le majordome Philippe apparut alors à l'entrée. Il avait été réintégré par Zélia dès l'achat du château, et son respect pour elle était visible dans chacun de ses gestes. « Madame Traoré, dit-il avec une révérence, les invités arriveront dans une demi-heure. Le personnel est des prêts. »« Très bien, Philippe, répondit-elle. Assurez-vous que tout se déroule parfaitement. » Elle monta les dernières de marche et passa devant Antoine et Valérie sans accorder un regard supplémentaire. Une fois arrivée au sommet, elle s'arrêta et se retourna légèrement, comme si elle leur offrait une dernière chance de comprendre la portée du moment. « Souvenez-vous, dit-elle calmement, ce n'est pas la chute qui définit un empire, c'est la façon dont on relève ceux qu'on a essayé d'écraser. » Puis elle leva légèrement une coupe de champagne que Philippe venait de lui offrir. « Et surtout, Valérie, ajouta-t-elle avec un sourire à peine perceptible. « Servez correctement. Je ne suis pas aussi patiente que la dernière fois. » Valérie baissa la tête, incapable de soutenir le regard de celle qu'elle avait tenté de détruire. Antoine resta immobile, conscient qu'il venait de perdre beaucoup plus qu'un héritage. Il avait perdu sa place dans un monde qu'il croyait immuable. Zélia entra dans le grand hall du château, désormais sien, prête à accueillir les partenaires qui allaient bâtir le chapitre suivant de son empire. Elle avançait comme une souveraine, certaine de sa place, libre enfin de toute humiliation. Cette fois, personne ne pouvait la faire descendre de son trône.